L'échiquier international, soyez les bienvenus. Ouverture aujourd'hui d'un sommet extraordinaire, un sommet d'urgence arabo-islamique à Doha avec 70 pays, dont l'Algérie évidemment, suite à l'agression sioniste c'était il y a quelques jours, contre Doha. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir pour assister aux réunions. En effet, la menace sioniste se traduit en actes, puisque des menaces ont été proférées à l'encontre de l'Égypte et de la Turquie, sans parler des bombardements à l'endroit des pays de la région. On en parle par rapport aux conséquences des actes sionistes et surtout qu'est-ce qui pourrait sortir de cette réunion extraordinaire. À tout de suite pour décortiquer le tout. Sommet extraordinaire à Doha, on en parle avec notre invité du jour. Il s'agit du professeur du droit international et analyste Bassem El-Arraj. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Bassem, on l'a dit, hein, c'est une réunion extraordinaire. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé dans une déclaration lue par le ministre Attaf, le ministre des Affaires étrangères, que l'Algérie se tenait à l'endroit en solidarité avec l'État du Qatar dans la prise des mesures qu'il juge nécessaires pour préserver la souveraineté du pays. Alors, on le voit, hein, les pays arabes sont en état d'urgence par rapport à cette menace sioniste qui ne fait qu'augmenter. Effectivement, depuis l'attaque du Qatar, on a dépassé un nouvel échelon. En réalité, là maintenant, Israël s'est attaqué à une zone qui était jusqu'à maintenant protégée et considérée comme étant protégée aussi par les États-Unis, qui est le Qatar, donc qui se trouve dans le golfe arabo-persique. Et c'est une nouvelle escalade, sans oublier effectivement les déclarations du Premier ministre israélien il y a quelque temps par rapport au Grand Israël. Donc c'est une menace directe par rapport à l'intégrité territoriale de l'ensemble des États de la région, plus les menaces directes qui ont ciblé les États qui accueillent les responsables du Hamas. Donc indirectement, c'est une menace vis-à-vis de l'Égypte et de la Turquie. Alors, dans sa lettre, aujourd'hui, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'ensemble des pays agressés par l'entité sioniste, y compris le Qatar, peuvent compter sur l'Algérie. On l'a dit, l'Algérie a été, dès le début, vent debout depuis le génocide arasa, en disant qu'il aurait fallu d'emblée imposer des sanctions drastiques et sévères à l'endroit de l'entité sioniste. On le voit avec le temps, l'Algérie a eu raison par rapport à cette menace qui n'a fait qu'augmenter. Effectivement, l'Algérie a sur ce dossier une position très très claire depuis très très longtemps de solidarité avec les États arabes de la région et la cause palestinienne bien évidemment, et tout en réclamant bien évidemment des sanctions effectives contre Israël pour exercer une réelle pression sur Tel Aviv pour qu'elle change progressivement ses positions et qu'elle essaye de se conformer au droit international et arrêter le génocide en cours dans les territoires palestiniens. Depuis presque 2 ans, en effet, l'entité sioniste commet un génocide à Gaza, sans parler des bombardements à l'endroit de plusieurs pays de la région, des violations répétées du droit international. Rien ne semble freiner l'entité sioniste dans sa politique impérialiste, en tout cas sa politique d'agression à l'endroit des pays limitrophes. Est-ce que vous pensez que cette fois, au-delà des condamnations de rigueur, la réunion du jour sortira ou conclura dans sa déclaration finale des mesures plus concrètes à l'endroit de l'entité sioniste? Si on regarde la réalité de la situation et du monde arabo-musulman et des divisions en cours actuellement et des alliances et des positions divergentes de ces États vis-à-vis d'Israël et des États-Unis, il semble très très difficile en réalité de sortir avec une position unanime qui soit forte. Le plus probable, c'est qu'on se dirige vers une condamnation générale de l'agression israélienne. Symbolique. Assez symbolique en réalité, mais sans véritable décision concrète ou de mesures coercitives vis-à-vis d'Israël, alors que les États arabo-musulmans disposent quand même d'une panoplie de mesures potentielles, que ce soit sur le plan diplomatique ou sur le plan économique, pour exercer une réelle pression sur Israël. Justement, quel est le champ d'action des pays arabo-musulmans pour exercer une forme de pression à l'endroit de l'entité sioniste? Quelques exemples, économiques, diplomatiques, principalement, effectivement, on va laisser l'aspect militaire de côté, parce qu'effectivement, Israël a le soutien des États-Unis, donc on ne va pas mettre en avant cet aspect, mais c'est surtout sur le plan diplomatique et économique que les États arabo-islamiques disposent d'un réel levier de puissance vis-à-vis d'Israël. Sur le plan diplomatique, un certain nombre d'États de la région ont des relations diplomatiques, notamment depuis les accords d'Abraham avec Israël. Et donc, on pourrait tout à fait envisager que ces États remettent en cause
ces accords bilatéraux, donc les relations diplomatiques avec Israël, soit à travers le rappel de leurs ambassadeurs, ce qui serait déjà symbolique, ou aller plus loin avec une rupture des relations diplomatiques avec Israël. Mais lorsqu'on regarde les choses d'un œil un peu plus approfondi, on se rend compte quand même qu'un certain nombre d'États ont des relations économiques, sécuritaires assez approfondies avec Israël, notamment les Émirats ou le Maroc, et ça semble quand même très très difficile d'arriver à trouver une unanimité sur ce plan. Après l'épisode de Doha et la réunion d'urgence du jour, est-ce qu'on peut dire que les accords d'Abraham sont morts? Bah, pour le moment, on ne peut pas dire qu'ils En sont tout cas, morts. fortement écornés. En tout cas, ça pose problème en réalité pour les États signataires de ces accords, parce que c'était censé, notamment si on prend les déclarations des Émirats, c'est l'acceptation de ces accords visait à empêcher la colonisation de la Cisjordanie, mais on voit concrètement que la colonisation de la Cisjordanie, l'intégration officiellement de ce qu'Israël considère comme son territoire, se fait de jour en jour. Donc, par rapport à la plus-value vis-à-vis des Palestiniens, elle est quasi nulle, en réalité. Alors, vous avez parlé au début qu'il Mais était... pardon, excusez-moi, Allez-y, je vous en par prie, je contre, vous en prie. sur le plan de l'extension de ces accords, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et la dernière agression contre Qatar remet en cause profondément l'hypothèse de voir les accords d'Abraham être étendus à d'autres États. On avait parlé notamment potentiellement de l'Arabie Saoudite. Mhm. Et aujourd'hui, ça semble très très peu probable que l'Arabie Saoudite accepte d'établir des relations diplomatiques avec Israël dans le contexte actuel. En tout cas, officiel. Officiellement. Officieuse, peut-être, Officieusement, ça c'est existe autre déjà. chose. Alors, vous avez parlé au début, vous avez dit que c'est difficile de forger une unité, parce qu'on le rappelle, il y a 70 pays arabes. C'est difficile de conjuguer des Musulmans. intérêts avec une conclusion commune qui résumerait l'ensemble de ces pays avec des intérêts complètement divergents. Alors, il y a certains, justement, présents à Doha, à l'instar, par exemple, de la Turquie ou de l'Azerbaïdjan, qui ont des relations officielles, officieuses, un peu ambiguës avec l'entité sioniste. Par exemple, l'Azerbaïdjan aujourd'hui, hein, on sait qu'un cargo militaire azerbaïdjanais en provenance de Bakou a atterri à Tel Aviv et au même moment, le ministre des Affaires étrangères du pays assiste à la réunion de Doha. Ça illustre ou ça résume la posture de certains représentants officiels qui sont à Doha aujourd'hui à l'endroit de la politique sioniste. Ils sont dans des positionnements un peu difficiles, un peu ambigus. Effectivement, et l'exemple que vous avez donné illustre parfaitement cette situation d'un monde arabo-islamique totalement divisé sur cette question. Traversé de plusieurs divergences. Divergence par rapport à leurs alliances et leurs liens avec Israël. Autant on a certains États qui n'ont pas du tout de relations diplomatiques avec Israël, d'autres qui ont officiellement des relations diplomatiques, d'autres qui ont des relations officieuses, mais avec une forte coopération économique et militaire aussi, Comme le Marzen. comme le Comme Maroc, effectivement. les représentants sont à Doha aujourd'hui, alors qu'ils ont quand même des liens de plus en plus forts, pour ne pas parler de liens approfondis avec l'entité sioniste. Effectivement, il ne faut pas oublier également que la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine du territoire non autonome du Sahara occidental a été conditionnée indirectement par le rétablissement de relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Et donc on voit que c'est très difficile pour le Maroc de prendre ses distances vis-à-vis d'Israël dans ce contexte. Alors, Bassem, nos yeux sont rivés vers Doha, mettre d'accord, vous l'avez dit, 70 pays, avec l'adoption d'une décision forte et unanime, c'est difficile, mais est-ce que c'est complètement exclu selon vous? Dans le contexte actuel, ça Même pas une semble. promesse diplomatique, c'est exclu selon vous, On ne peut pas dire que c'est exclu. Toutes les hypothèses restent sur la table. sur la table, bien évidemment, notamment depuis l'agression du Qatar et les menaces directes, en réalité, vis-à-vis de l'Égypte et de la Turquie. Mais dans le contexte actuel, même les déclarations qu'on a pu voir préalablement à cette réunion laissent supposer qu'on se dirige vers une déclaration générale qui va se contenter de limiter, peut-être même avec des termes très très forts, l'agression israélienne, mais sans aller à des véritables mesures coercitives, donc que ce soit sur le plan diplomatique ou économique, contre Israël. Peut-être que tous les pays ne sont pas sur la même politique ou inscrits à la même enseigne, puisque ça chauffe sérieusement entre l'Égypte et l'entité sioniste. En ouverture de la réunion, par exemple, Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, affirme l'entité sioniste a franchi cette fois toutes les lignes rouges. Cela donne le ton aussi à ce vrai problème, à cette guerre froide entre l'entité sioniste et l'Égypte, qui ont été pourtant des alliés. Oui, l'Égypte se sent aujourd'hui directement menacée en réalité par Israël et les déclarations du Premier ministre israélien réconfortent l'Égypte dans cette vision en réalité. Et là, on voit que Israël tente d'exercer une forte pression sur l'Égypte
en déplaçant les populations civiles gazaouis vers le sud du territoire de Gaza, donc à la frontière de l'Égypte. Donc c'est une manière d'exercer une forte pression sur l'Égypte pour la pousser à ouvrir les frontières et à accueillir les réfugiés palestiniens dans cette stratégie qui vise à vider le territoire de Gaza de sa population pour prendre le contrôle d'une manière directe. Et c'est ce qui a poussé également l'Égypte à monter au créneau. Et on a même entendu dans certaines, pas des déclarations, mais en tout cas, certaines sources ont laissé sous-entendre que l'Égypte essaye en ce moment de rassembler certains États arabes pour aller vers ce qu'on pourrait appeler une sorte d'OTAN du monde arabe. Même non arabe, hein, comme le Pakistan ou la Turquie, La Turquie, voire l'Azerbaïdjan. certains États du Golfe. Oui. Alors, la cause de la petite confrontation, le bras de fer entre l'Égypte et l'entité sioniste émane des menaces sionistes à l'endroit du Caire. Il y a une espèce de revirement de la politique de Netanyahou à l'endroit de l'Égypte. Il s'avère que Netanyahou veut, ou en tout cas menacé, de bombarder le personnel du Hamas présent au Caire. Les autorités égyptiennes ont répondu en disant qu'elles garantissaient leur protection en cas de bombardement. Je vous pose ma question directement. Est-ce que vous croyez-vous réellement qu'une agression sioniste à l'endroit du Caire est du domaine du plausible? À l'heure actuelle, on peut tout envisager. C'est la question. C'est la question. Je dirais un fou comme Netanyahou qui est vers une fuite en avant, en réalité vers une sorte de guerre perpétuelle pour se maintenir au pouvoir. Mais bon, ça semble quand même très très difficile qu'Israël puisse prendre le risque d'attaquer l'Égypte ou la Turquie. Ce n'est pas le Qatar, que ce soit en termes de puissance militaire, en termes de capacité de riposte. Et là, ça serait véritablement une escalade régionale. Et on peut être certain que l'Égypte ripostera directement, ou la Turquie également, en cas d'attaque israélienne. Alors, l'Égypte et l'entité sioniste, on l'a dit, ont été alliés, en tout cas une politique d'entraide et de la coopération sécuritaire et autres. Et en plus, les deux pays jouissent d'une aide substantielle américaine très importante. L'Égypte a annoncé, c'est sorti il y a quelques jours, a annoncé qu'elle cessait toute coopération en matière de sécurité avec l'entité sioniste. Même au niveau du Sinaï, le Caire ne renseignera plus les sionistes concernant les mouvements militaires palestiniens. Est-ce qu'on assiste à un revirement complet de la politique égyptienne à l'endroit de l'entité sioniste, voire de la région? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une véritable dégradation des relations entre Israël et l'Égypte. Et ça a été amplifié par toutes les déclarations de Netanyahou qui sont très très agressives vis-à-vis de l'Égypte. Donc lorsqu'il parle du Grand Israël, c'est une menace directe contre les territoires égyptiens. Lorsqu'il parle de bombarder les représentants du Hamas, c'est une menace directe également contre l'Égypte. Lorsque les populations gazaouis sont poussées vers le sud à la frontière, c'est également une menace directe contre l'intégrité territoriale de l'Égypte. Et l'Égypte maintenant est véritablement sous pression. Et donc on comprend parfaitement ces mesures et ces déclarations des autorités égyptiennes vis-à-vis d'Israël. On a appris que l'entité sioniste avait tenté d'éliminer les dirigeants du Hamas sur le sol égyptien et que ces opérations avaient été annihilées par les services de sécurité égyptiens. Je ne sais pas si vous êtes au fait de ces Effectivement, on a parlé de cette informations. Possibilité. On avait même parlé de la Turquie, qu'il y avait un projet qui visait à assassiner les représentants du Hamas qui se trouvaient en Turquie. Mais comme on le disait tout à l'heure, attaquer l'Égypte ou la Turquie, ce n'est pas le Qatar en réalité. Donc on est à deux États qui sont puissants militairement. L'Égypte, c'est la première puissance africaine et arabe, ça il ne faut pas l'oublier. La Turquie, de l'autre côté, c'est une très très grande puissance qui est membre également de l'OTAN. Donc c'est des calculs qui sont complètement différents par rapport au Qatar. Les Israéliens savaient pertinemment que le Qatar n'avait pas la capacité militaire de riposter face à leur attaque, à la différence de l'Iran. De l'Iran, oui, on a vu ce qui s'est passé avec les armes balistiques qui ont fait peut-être la différence. Alors on l'a dit, l'entité sioniste aurait tenté d'éliminer le personnel du Hamas sur le sol égyptien. On sait que le Mossad agit beaucoup dans la région, même en Égypte, même dans l'ensemble des sociétés arabes. On se rappelle par exemple, si on se reporte à l'histoire, le cas de l'espion Wolfgang Lotz qui a infiltré la société mondaine du Caire, ou Eli Cohen qui a infiltré aussi la Syrie dans les années 60 pour arriver numéro 3. Le responsable du Hamas qui a été tué à Dubaï il y a quelques années. Exactement, même en Tunisie, il y a eu des bombardements en Tunisie. L'entité sioniste, depuis 70 ans, a bombardé la Tunisie, la Syrie, l'Irak, j'en oublie certainement, le Yémen, bien entendu, l'Égypte à plusieurs reprises.
Il y a un seul pays qui n'ont pas réussi à atteindre, c'est l'Algérie en novembre 88, où l'armada sioniste, les militaires sionistes, l'aviation sioniste avait décollé pour tenter de bombarder Alger, et puis ils ont Pour repoussé. empêcher la reconnaissance de l'État palestinien. Parce qu'il y avait une réunion de l'OLP en novembre 88, et quand l'armada sioniste avait examiné le dispositif terrestre, maritime, aérien déployé par Alger, ils ont fait machine arrière. Est-ce que vous connaissez cet épisode? Effectivement, et même cette information a été révélée par des responsables israéliens, ce qui montre qu'il y a une certaine capacité sur le sol algérien pour protéger le territoire national vis-à-vis des agressions extérieures. On l'a vu de façon même à l'époque de Saddam Hussein, la première chose que font les Américains par rapport à l'invasion, c'est de détruire l'armée irakienne qui était, d'après des analystes militaires sionistes, une vraie menace pour l'entité sioniste durant de longues périodes. Et principalement le système anti-aérien. Anti-aérien, exactement. Qui permet de protéger le territoire national. Qu'est-ce qui reste de ce monde arabe? Je veux dire, on sait que l'Égypte est montée en gamme militairement au niveau de son bouclier anti-missile, aussi au niveau de la marine, au niveau de ses blindés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les États arabes ont une vraie force pour contenir des exactions sionistes ou des bombardements sionistes? Je dirais que sur le papier, effectivement, les États arabes disposent d'armées très très puissantes, avec de l'armement très très développé. Après, il y a la problématique de la nature de cet armement, en réalité, qui est fourni aux États arabes. Lorsque les Américains ou les Occidentaux, de manière générale, vendent des armements, que ce soit aux monarchies du Golfe ou à l'Égypte, et ils vendent le même aux Israéliens, on peut être certain que la qualité de l'armement israélien est supérieure à l'armement qui est vendu aux États arabes. Donc ça pose quand même problème, ce qui explique également pourquoi l'Égypte a fait le choix de diversifier son armement en achetant également des armes auprès des Russes et des Chinois. Merci Bassem Al-Arbi, on est arrivé rapidement à la fin de notre rencontre, à notre débat et notre échange. Merci d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes professeur de droit international et vous êtes analyste également. Merci d'avoir été présent. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. La suite des programmes sur Al 24 News se poursuit. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous.